bien, bonjour. Cette mini-conférence qui s'intitule Le plastique itinéraire d'un déchet devait être prononcée par Pierre Desvaux, géographe, qui est partenaire et collaborateur pour un projet scolaire qui s'intitule Le Manifeste des Sentinelles. Malheureusement rattrapé par le Covid, il n'est pas là, mais nous avons l'immense chance ce matin de recevoir Michel Lusseau, qui est le directeur de l'école urbaine de Lyon, qui est géographe aussi, et qui viendra assurer cette mini-conférence avec vous. Mais je voudrais tout particulièrement saluer la présence des lycéens de Privas, qui viennent du lycée Vincent d'Indy et qui travaillent depuis déjà plusieurs mois à une enquête anthropocène. Ils ont choisi le thème des déchets. Et ils nous ont réalisé une vidéo tout à fait remarquable autour de ce travail que nous allons projeter en inauguration, en introduction de cette mini-conférence, à la suite de quoi Michel Lusseau interviendra et discutera avec vous. Merci aussi au public qui a répondu à notre invitation de suivre ces mini-conférences. Bienvenue et à tout de suite. On voit que les hommes politiques, ils se bougent pas bien. L'action individuelle est très... Ça va être chaud. Très chaud. En septembre, on a découvert ensemble le terme d'anthropocène. Développement durable, l'avenir est entre vos mains. Tant de phrases culpabilisantes qui nous ont fait remettre en question l'utilité de nos petits éco-gestes du quotidien. Quel peut être notre impact quand 35% des émissions de CO2 de notre monde sont émis par une vingtaine d'entreprises? Notre objet d'étude, le tri sélectif, un des éco-gestes les plus démocratisés. D'abord, on a pu constater que le recyclage était une solution largement répandue dans la lutte contre le réchauffement climatique. En allant rencontrer les gens directement dans la rue, on s'est rendu compte que la quasi-totalité d'entre eux faisaient le tri sélectif. Que ce soit par conscience écologique ou par simple réflexe, ce geste est quand même assez répandu. En proposant une activité à des CM1, CM2, le constat fut similaire. Tous, ou presque, faisaient le tri et savaient même très bien le faire. Mais alors, si presque tout le monde fait le tri, pourquoi nos émissions de CO2 ne cessent d'augmenter? Cet éco-geste est-il efficace? En menant des micro-trottoirs, on s'est aperçu que 50% des individus sondés estiment que le tri est une solution durable pour préserver la planète, même si 35% admettent ne pas vraiment savoir ce qu'ils adviennent de leurs déchets une fois répartis dans les différents conteneurs. Après avoir tenté de contacter un centre de tri en vain pour obtenir des réponses, on a donc mené une série de recherches. La politique actuelle de recyclage consiste surtout à exporter nos déchets vers des régions moins riches de la planète. Avant-hier la Chine, hier l'Asie du Sud-Est, aujourd'hui la Turquie et demain, peut-être, l'Afrique. Ceux-ci sont loin d'y être toujours correctement traités ou recyclés, comme l'atteste la présence de véritables montagnes d'objets de toutes sortes. Depuis 1950, à peine 10% du plastique a été recyclé. Mais où est-ce que va le verre après avoir été jeté dans le conteneur à déchets? D'abord collecté, le verre est ensuite trié et il peut enfin être utilisé. Le recyclage du verre peut se faire à l'infini. Ainsi, il représente une véritable aubaine pour la planète et présente aussi de nombreux avantages économiques dont le consommateur peut par la suite bénéficier. Alors, c'est poser la question de l'échelle de raisonnement. Pour lutter contre un phénomène aussi global que le réchauffement climatique, une lutte individuelle est-elle suffisante ? 56% des gens que nous avons interrogés dans Micro-Trottoir pensent que les dirigeants politiques et les citoyens doivent agir ensemble contre le réchauffement climatique. Et beaucoup d'entre eux pensent notamment à la grande efficacité des éco-gestes, mais aussi à une responsabilité individuelle. Par ailleurs, on ne peut pas encore vraiment affirmer que les décisions politiques internationales de ces dernières années, depuis la prise de conscience du réchauffement climatique, aient montré une très grande efficacité. En effet, que ce soit ou encore les sommets de la Terre, on a plutôt eu l'habitude de voir des sortes de décisions pour tenter d'influencer la politique des pays plutôt que de la contraindre. Seuls quelques protocoles, comme le protocole Kyoto, ont tenté de le faire, mais leurs résultats restent aujourd'hui très mitigés. Alors, pour ne pas se laisser faire, on a décidé de se battre. L'homme ne doit pas être comme Icare et chercher à voler près du soleil. Battons-nous
Battons-nous non pas entre nous, mais contre nous-mêmes. Battons-nous pour cette terre qui nous a acceptés. Inversons la tendance. Nous avons les armes pour cela. L'art avec la poésie, la musique, la peinture, qui ont le pouvoir de toucher les cœurs et de nous changer. Enfin, comme l'a si bien dit Clamp, plus que ton passé accompli, c'est ton présent dont j'ai envie, glane le fil d'un futur indistinct. Applaudir, hein, bravo, bonjour à bonjour à toutes et à quelques-uns, puisque je crois qu'il y a beaucoup plus de jeunes femmes que de jeunes garçons. Bon, bonjour à tous, comme on dit aujourd'hui. Merci d'être là. Donc, je vais remplacer au pied levé Pierre Desvaux. Évidemment, je n'ai pas eu le temps de préparer comme il l'avait fait. Il a surtout pu travailler à ce projet Sentinelle. Et je vais surtout d'ailleurs essayer de réagir au film que vous avez réalisé et que je trouve formidable, et je pourrais presque m'arrêter là puisque vous avez mis en avant beaucoup de points sur lesquels on pourrait s'attarder longuement, et en particulier ce point qui est un point très délicat, et en réalité on ne sait pas trop comment résoudre le dilemme que vous avez posé, hein. L'Anthropocène, c'est ce moment où on prend conscience que nos activités humaines ont un impact considérable sur les systèmes biophysiques planétaires. La Terre est impactée par nos activités, mais pas seulement la Terre en tant que planète, gros objet planétaire, ce sont tous les espaces terrestres qui, en même temps, synchroniquement, connaissent ces impacts. Il n'y a pas d'endroit où on pourrait se réfugier, il n'y a pas d'espace de secours où l'on pourrait se tenir, qui nous permettrait d'être en dehors de ce changement global et de ses effets. Les canicules, les catastrophes, les sécheresses, les grands incendies, l'élévation du niveau marin, l'impossibilité de traiter les montagnes de déchets, les pollutions atmosphériques qui causent des brouillards tout à fait étonnants. Vous l'avez vu hein, en venant ici, le brouillard que vous avez croisé en arrivant à Lyon, c'est un brouillard anthropocénique. C'est un brouillard qui est lié en particulier à la pollution de l'air. C'est un effet direct de la pollution de l'air par les particules fines. Nous ne pourrons pas y échapper. Voilà. Nous sommes piégés en quelque sorte dans ce changement global. Et ce changement global, donc, il nous concerne tous et toutes. Et évidemment, nous avons envie d'agir, mais notre action individuelle est-elle à la hauteur des enjeux? Voilà le dilemme anthropocène. Il n'y a pas, à mon sens, de dilemme au sens vraiment philosophique du terme, plus difficile que celui-ci. Parce que d'un côté, on pourrait se dire, et vous faites bien de le remarquer, c'est assez injuste d'imputer la responsabilité de ces changements aux habitants de la Terre, alors que finalement, ces changements sont imputables à l'action de grandes entreprises, de grands intérêts, de grandes puissances. C'est injuste aussi de demander aux habitants du continent africain de faire un gros effort. Pourquoi? Pour ne pas accéder à nos conditions de vie à nous, de façon à être plus sobre en énergie, en consommation de matière, etc., pendant que les puissances occidentales, qui sont très largement responsables de ce changement global, elles se dédouaneraient en quelque sorte de l'effort. Oui, vous avez raison, il y a une injustice à exiger de chaque anthropos, chaque être humain, d'être vertueux, éthique, orienté vers le bien et le juste dans ses actions, au jour le jour, d'être vigilant au jour le jour, de trier chaque déchet, de faire attention à chaque consommation, de veiller à chaque pratique,
C'est injuste de demander cet effort alors que, comme nous venons de le voir à la COP26 à Glasgow l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, les États réunis pour la 26e fois, réunis en conclave pour enfin se mettre d'accord sur des mesures permettant d'affronter le changement global que nous avons produit, puisque aujourd'hui la science est formelle, le changement global, c'est-à-dire réchauffement climatique, qui est important mais qui n'est pas le seul, réchauffement climatique, extinction de la diversité biologique, donc crise de la biodiversité, épuisement des ressources et modification du fonctionnement des océans et des sols, c'est ça en gros le changement global, c'est d'origine anthropique, nous le savons. Vous savez, enfin, il n'y a plus de débat scientifique sur la question. Plus aucun. Il y a juste des débats d'appréciation sur quand ça a commencé, l'intensité, jusqu'où ça ira, comment ça se déclinera continent par continent. Ok, ça c'est normal, la science procède par ce type de débat. Mais sur l'origine anthropique de ce changement, il n'y a plus de discussion. Eh bien, les États, à la COP26, ont été capables de se mettre d'accord sur un accord qui est moins disant que l'accord de la COP21 il y a 5 ans. Donc ils se sont mis d'accord sur le fait de ne pas respecter leurs accords. C'est cool, hein? Allez, je suis d'accord pour ne pas respecter mes engagements. Super, topola. Et ça fait 26 COP. Vous avez tout à l'heure montré dans une de vos images ce qu'il en était du protocole de Kyoto. Enfin, vous avez évoqué le protocole de Kyoto. L'ONU a mis en place la démarche pour considérer que la question environnementale devait être la question centrale du partenariat entre États, avant la coopération économique. Hein. L'ONU a même dit que cette question était première, c'est-à-dire qu'elle précédait toutes les autres. L'ONU a mis l'environnement au centre des préoccupations, nécessairement, de la relation entre États depuis 1973. Ça va faire 50 ans. J'étais élève en collège en 1973 et je me souviens de notre professeur d'histoire-géographie nous parlant de cet accord de l'ONU. J'avais un professeur d'histoire-géographie en collège qui était, on dirait aujourd'hui, un peu écolo. On se moquait d'ailleurs un peu de lui. Vous savez, pantalon de velours côtelé, enfin, gros pull, barbe, très militant, soutenant René Dumont aux élections présidentielles de 1974, un premier candidat écologiste à une élection présidentielle en France. 1974. Vous n'étiez pas né, vos parents peut-être non plus. On le prenait pour un amuseur, René Dumont. Personnage intéressant qui avait commencé par être ingénieur agronome, partisan effréné de l'utilisation des pesticides et des engrais pour provoquer le démarrage de la production agricole, notamment dans les pays des Suds, et ce qu'on appelait les pays en développement, afin de régler la question des subsistances alimentaires. Donc René Dumont, comme tout le monde, n'a pas pensé à mal au départ quand il prônait l'utilisation massive des pesticides et des engrais dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque les révolutions vertes, qui se sont déclarées partout dans le monde, en Inde d'abord, ensuite en Afrique, où on a essayé de moderniser l'agriculture pour régler les questions de subsistance. On ne pensait pas à mal. Eh bien, Dumont va en Afrique dans les années 60, s'aperçoit des dégâts produits par cette révolution verte et revient en Europe en étant peut-être un des premiers écologistes politiques que l'Europe ait connu. Et on ne le prend pas au sérieux à l'époque. Donc vous voyez, quand on voit ce qui s'est passé à la COP26, on peut être un peu enragé quand même. On peut comprendre l'exclamation de Greta Thunberg devant les puissances de l'ONU lorsqu'elle dit « How dare you » ? Comment osez-vous ? Je ne vous pardonnerai jamais, dit-elle. On s'est beaucoup moqué d'elle.
cette jeune fille de 15 ans dont on a essayé de dire qu'elle était un peu dérangée, un peu malade, un peu autiste, mais pour qui se prenait-elle pour faire la leçon au grand chef d'État? Comment osez-vous nous laisser croire que vous agissez alors que depuis 50 ans nous savons? Donc, je reviens au dilemme dont je parlais tout à l'heure. Est-il juste de nous demander à nous d'être vertueux alors que les puissances qui nous gouvernent ne le sont visiblement pas? C'est presque un support de dialogue platonicien, non? Hein? Que faire par rapport à cela? Ben, je crois que vous avez très bien résumé ce qu'il faut dire et faire. Je pense qu'il faut assumer ce dilemme. Il faut assumer le fait que l'action individuelle n'est sans doute pas à elle seule suffisante, mais qu'elle est néanmoins indispensable. D'abord parce que, comme vous le montrez à travers votre film, ce n'est qu'en retrouvant chacun sa capacité d'agir, y compris par des gestes ténus, des micro-actions qui peuvent paraître un peu dérisoires, mais ce n'est qu'en retrouvant sa capacité d'agir qu'on peut soi-même commencer à identifier les problèmes que nous avons à affronter. Là, c'est la vertu didactique et pédagogique de ce que l'on pourrait appeler le développement de sa capacité d'agir. C'est-à-dire, c'est en agissant qu'on prend conscience de ce qui nous force à agir. Finalement, le tri, ce n'est pas grand-chose. Mais tant qu'on ne trie pas, de toute façon, on est complètement en dehors de la capacité même d'identifier le problème. Ce n'est que parce que vous commencez à trier, on va venir au plastique quand même, ce n'est que parce que vous commencez à trier et que vous prenez conscience de l'insuffisance de cet acte que néanmoins vous êtes capable de saisir le problème et vous êtes capable alors aussi, comme vous le montrez à la fin de votre film, de vous dire « Ok, mais comment, à partir de cette capacité d'agir individuelle, nous pouvons construire des perspectives collectives, nous pouvons construire de véritables perspectives politiques qui dépassent la seule indignation ou le simple écœurement, parce que l'action, ça n'est pas la simple indignation ou le simple écœurement. C'est aussi construire une capacité d'action à la hauteur des enjeux. Alors les enjeux, vous les avez montrés, ils sont absolument colossaux. Et je pense que vous avez été saisis aussi par le fait que quand on commence à y réfléchir, ça donne un peu le vertige. C'est, au sens propre, vertigineux. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions d'anthropocène, de changement global, à partir de mon domaine de spécialité qui était plutôt la réflexion sur l'urbanisation de la planète. Donc moi, je me suis saisi de ces questions de changement global parce que j'ai commencé à comprendre l'impact de l'urbanisation sur les systèmes biophysiques. J'ai été pris d'une sorte de vertige. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ce qu'on observe, c'est invraisemblable. Et c'est encore pire que ce que vous imaginez. Alors, hop, l'image va apparaître. Formidable. Regardez, cette petite donnée-là qui est tout à fait essentielle. Ah, il ne faut pas que je sorte de la lumière, m'a-t-on dit. Cette petite donnée qui est tout à fait essentielle. Vous avez là un schéma assez simple qui va vous montrer l'ampleur de la difficulté qui est la nôtre. On a estimé, alors c'est une estimation scientifique un peu compliquée à faire, donc les chiffres que je vais vous donner, ne les prenez pas vraiment au pied de la lettre. Ce qui est intéressant là, c'est que ça va nous permettre de qualifier des ordres de grandeur de phénomènes. C'est une sorte d'approximation, mais d'approximation utile pour la pensée. Okay ? Donc là, les chercheurs ont essayé de faire une approximation du poids du vivant. Animal. Okay ? Toutes les formes de vie animale, de la bactérie à l'être humain, du champignon à l'éléphant, okay ? Tout le poids du vivant. Et on arrive à des 4GT, c'est-à-dire des unités qui sont colossales, peu importe, ce sont des
des milliards de tonnes. Mais il faut reconnaître quelque chose, pour aller très vite et être très rudimentaire, au risque de vous surprendre, le vivant ne pèse pas lourd. Vous voyez, par rapport au poids d'autres types d'objets, le vivant ne pèse pas lourd. Et l'être humain en particulier, on a beau être 7,5 milliards, on pèse vraiment très très peu de choses. Nous pesons 20 fois moins que les champignons. Le plus gros poids du vivant, en fait, ce sont les micro-organismes. C'est un peu contre-intuitif, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Nous ne sommes pas grand-chose en tant qu'organisme vivant. C'est toujours bien de le rappeler, ça permet de sortir un peu de notre anthropocentrisme habituel. Vous en avez sans doute discuté de cet anthropocentrisme, hein, de cette sorte de nombrilisme des êtres humains, des anthropoïs, qui évidemment méritent d'être toujours relativisés. D'ailleurs, vous savez, un des enjeux de la réflexion sur l'anthropocène, c'est un enjeu paradoxal, parce qu'anthropocène, on met anthropos justement au centre du mot, mais un des enjeux de la réflexion sur l'anthropocène, c'est d'arriver à se décentrer. C'est d'arriver à penser avec des réalités non humaines qui sont aussi importantes et même bien plus importantes que nous, y compris tout bêtement en termes de poids. Voilà. Se dire l'être humain ne pèse pas lourd, c'est intéressant parce que ça nous place dans une relation au vivant qui devrait nous inciter à changer nos manières de considérer nos relations avec les autres vivants. Et de comprendre bien le paradoxe incroyable de l'espèce humaine, qui est que bien qu'étant très marginale, dans le vivant, cette espèce a eu un pouvoir d'agir sur le vivant absolument colossal. Nous arrivons très tard dans l'histoire du vivant, hein, très 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 tard. Il y a de la vie sur Terre depuis au moins assurément. Bon, alors attention, je sais ce chiffre que je vais donner, en fait, on ne comprend pas, parce que c'est un ordre de temps qui est tellement énorme. Il y a assurément des preuves de vie sur Terre depuis à peu près 3 milliards 600 millions d'années. OK ? Mais on pense que ça a commencé un peu avant, peut-être avant même 4 milliards d'années. Les hominidés arrivent en toute fin de course, il y a quelques millions d'années. Et les sapiens, vous et moi, sapiens, ceux qui savent, quelques centaines de milliers d'années. Nous sommes des tarvenus. Il y a Pierre Bourdieu, sociologue qui est mort il y a 20 ans, qui disait cette formule que j'ai toujours bien aimée, les parvenus sont toujours des tarvenus. Il n'aimait pas les parvenus, hein. Donc, nous sommes des tarvenus et pourtant nous avons réussi en quelques milliers d'années à bouleverser complètement ces édifices du vivant. C'est incroyable, hein, ce pouvoir d'agir de l'être humain est absolument incroyable et nous avons sans doute pu le faire, et ça aussi c'est sans doute quelque chose que vous avez étudié en philosophie, parce que notre rapport, en tout cas les Occidentaux, au vivant qui n'est pas nous, à la nature, est un rapport très particulier, souvent illustré par la fameuse formule de Descartes, comme maître et possesseur de la nature. Qu'est-ce que c'est que ce parvenu-tarvenu, marginal, qui se pense comme maître et possesseur du reste? Peut-être que c'est l'origine des problèmes que nous avons à affronter aujourd'hui. Et qui nous pousse justement à nous reconsidérer. Vous voyez, moi, c'est pour ça que j'aime bien rappeler que nous pesons peu de choses, qui pousse à nous reconsidérer. On roule souvent des mécaniques, hein. On se dit finalement, quelle espèce? Mais on est peu de choses, et nous disparaîtrions. Imaginons que là, en partant, hop, l'humain disparaisse. On va attendre 5 minutes, hein, mais c'est une expérience de pensée. Nous disparaîtrions. La planète serait tout à fait indifférente à notre disparition. C'est ce qu'un grand historien qui s'appelle Dipresh Chakrabarty, historien d'origine indienne, qui travaille sur l'Anthropocène, écrit extrêmement éloquemment quand il dit « La planète est indifférente à l'humanité ». Et il nous pousse à penser cette indifférence. Vous voyez, c'est très intéressant de se dire, mais finalement, nous nous croyons au centre de tout, mais nous devrions nous décentrer. Nous devrions nous penser pour ce que nous sommes. Et nous devrions comprendre que finalement, nous disparaîtrions
la planète continuerait. Et d'ailleurs, elle continuera sans nous. Elle a existé avant nous. Nous sommes une toute petite espèce qui est simplement placée au centre des projecteurs parce que sa capacité d'agir a été tout à fait étonnante. Mais nous sommes une toute petite espèce. Au passage, vous savez que toutes les espèces vivantes disparaissent. Hein. Je le rappelle aussi. Donc l'espèce humaine disparaîtra, quoi qu'il arrive. Pour autre chose. Rendez-vous dans une petite centaine de millions d'années, on en reparle, hein, parce que déjà, une espèce qui durerait plusieurs millions d'années, c'est pas mal. Hein. Bon, bref, je suis bavard, donc vous me dites, hein, il faut que tu me dis, Isabelle, quand il faut que j'arrête, parce qu'autrement, jusqu'à 18h, on y est. Hein. Donc, vous voyez, c'est peu de choses de vivant. Regardez, ça, c'est l'ensemble du vivant végétal. C'est déjà beaucoup plus, les arbres, les plantes, les pelouses, tout le végétal, sauvage et ou domestique. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup d'écosystèmes végétaux non altérés. Même la forêt amazonienne est en fait un jardinet depuis très longtemps par l'être humain. La notion même de forêt primaire, vous savez, est compliquée parce que trouver aujourd'hui des écosystèmes qui n'auraient pas été sous impact des activités humaines, c'est extrêmement difficile en période de changement global, justement. Mais peu importe. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus que le vivant. 904. Okay, c'est beaucoup plus que le vivant. Bah, en face, ces chercheurs ont dit, bon, bah, allez, on va compter le poids des artefacts. C'est-à-dire le poids de ce que les sociétés humaines ont été capables de construire, notamment dans les dernières décennies. Parce que vous savez que nous vivons dans une société, aujourd'hui en 2022, que certains chercheurs ont appelé une société hyper-industrielle. Et c'est un peu contre-intuitif aussi, nous vivons dans une société où on n'a jamais produit autant d'artefacts. Parce qu'on entend souvent que la société, en raison notamment du numérique, hein, que la société devient de plus en plus immatérielle, de plus en plus numérique et digitale. C'est du flan. En réalité, nous n'avons jamais autant produit d'objets qu'aujourd'hui. Jamais, jamais, jamais nous n'avons utilisé autant de ressources, d'ailleurs, du milieu biophysique pour produire autant d'objets. Nous sommes plus que jamais une espèce matérialiste. Plus que jamais, nous vivons dans des matières, des artefacts, des objets que nous construisons et que nous échangeons. La capacité productrice de l'humanité n'a jamais été aussi forte. Elle est vertigineuse. Au sens propre, elle donne le vertige. Et on peut le voir tout simplement parce que quand on fait l'estimation du poids de ce que nous avons produit, eh bien on s'aperçoit par exemple que simplement les bâtiments et les infrastructures de nos villes pèsent plus lourd que l'ensemble du vivant végétal. Voilà. Donc nos productions pèsent plus lourd que l'ensemble du vivant végétal. Mieux que ça, puisqu'on va parler un petit peu des plastiques, le seul plastique pèse plus lourd aujourd'hui que l'ensemble du vivant. Ok, on est mal barré, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre capacité artefactuelle, notre capacité à produire des artefacts est si puissante que nous avons peuplé le système biophysique planétaire de plus de masse d'objets que ce système n'en contient. Lorsqu'on contemple le vivant, c'est ce que disent les chercheurs, c'est-à-dire la capacité humaine à produire des objets dépasse le poids de la biomasse. C'est-à-dire, nous qui sommes tout petits dans le vivant, nous avons réussi, en quelques décennies, en fait, hein, ça n'a pas pris beaucoup plus de 2 siècles, à dépasser le poids de cette biomasse. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que nous sommes dans un rapport complètement biaisé, désormais, hein, aux écosystèmes, et c'est de ça dont découle tout le reste. Vous voyez, là, il y a une courbe qui est un peu compliquée, mais vous voyez, 1900, 2020, la courbe, en fait, là-haut, en haut, c'est la biomasse, ok, et là, c'est la courbe qui montre la croissance des artefacts, hein, c'est-à-dire la croissance en poids de ce que nous avons produit.
beaucoup de ces textes sont en anglais, hein, ce sont issus de recherches qui ont paru dans des revues scientifiques. Et vous voyez bien que, en fait, regardez la pente de la courbe, on dirait presque une courbe épidémique, hein, on est habitué en ce moment. Regardez la pente de la courbe, vous voyez que la courbe commence d'abord par croître arithmétiquement, c'est-à-dire une croissance régulière, mais finalement assez paisible. Et puis regardez, à partir de 60-80, hop là, la courbe se redresse et elle continue de croître. Ça veut dire que ce dont nous parlons, en fait, s'est mis en place à partir des années 1960. Le fait que nous ayons altéré extrêmement durablement le système biophysique planétaire à toutes les échelles en même temps, ça date des années 60. Ce qui fait que l'ONU en 73 avait quand même, vous voyez, déjà compris ce qui était en train de se passer, parce que dès les années 60, on pouvait comprendre. On pouvait comprendre en fait que le monde, à partir des années 60, changeait complètement. C'est d'ailleurs pour ça que des chercheurs comme moi faisons dater le début de la mondialisation aux années 1960. Hein, le monde change complètement. Il n'a plus rien à voir, parce que ça devient un monde d'une telle puissance au service d'un projet économique, qui est le projet du développement de l'économie capitaliste telle qu'elle se met en place dans les années 60, notamment dans le sillage des États-Unis devenus puissance impériale, globale. Et puis les années 80, c'est le démarrage de la croissance économique de la Chine. Hein. Vous savez que le développement de la Chine est quelque chose qui a eu un impact considérable sur le monde entier. Vous voyez la concrete, hein, tout ce qui est en bleu, aggregates, hein, gravel, et vous voyez les autres, on va revenir un peu sur le plastique qui finalement paraît assez peu de choses. En réalité, aujourd'hui, une bonne partie des artefacts majeurs qui sont des artefacts produits par l'être humain, c'est le concrete, c'est-à-dire le béton. OK ? Le béton, l'asphalte, tout ce qui est nécessaire, encore une fois, à construire les villes. La Chine consommait 65 à 70% du béton mondial annuel entre 2010 et 2019. Et on fait du béton avec quoi? On fait du béton avec du sable et avec du calcaire qu'on a fait chauffer pour produire du ciment et avec de l'eau. Le sable et l'eau sont les deux matériaux naturels les plus utilisés par l'homme. Quand la Chine consomme 66% du béton mondial, ça veut dire qu'on est obligé d'importer du sable de partout, et que cette importation de sable provoque d'ailleurs des déséquilibres environnementaux majeurs là où le sable est importé. Vous êtes intéressé au plastique et vous avez bien raison, parce que le plastique c'est un vrai problème, mais on doit aussi s'intéresser au sable. L'extraction de sable est un problème majeur, souvent sous-estimé. Et d'ailleurs, il y a des déchets liés à la construction des villes qui sont aussi des déchets très problématiques. Tous les gravats, tous les déchets de construction dont on ne sait en général pas trop quoi faire. Ce sont également des problèmes majeurs en termes de déchets. Bon, là, c'est la même chose. Mais on va peut-être s'arrêter quand même à ce fameux plastique, si vous le voulez bien, qui est au cœur de vos préoccupations et qui est évidemment un matériau tout à fait étonnant. Le plastique, j'ai le timer, c'est bon. Le plastique a une histoire un tout petit peu plus longue que l'on ne peut le penser. Vous voyez, ça commence en fait dès le 19e siècle avec en particulier le caoutchouc, le celluloïd et puis surtout la rayonne et la viscose. Hein, la rayonne et la viscose sont les premières fibres synthétiques. C'est le début du textile synthétique. Et on en connaît un rayon sur la rayonne, si je peux dire à Lyon, parce que Lyon a été la capitale mondiale de la rayonne. Grande capitale textile, Lyon, hein, vous en savez aussi quelque chose en Ardèche, puisque Lyon a longtemps travaillé la soie qui venait de la sériciculture ardéchoise. Et puis au XIXe siècle, Lyon devient une place forte de l'innovation textile, enfin dès le XVIIIe d'ailleurs, et même bien avant, mais on invente la rayonne à Lyon, et les grandes usines de rayonne vont faire la fortune de Lyon et de Villeurbanne, là où nous sommes. Et puis ensuite, d'autres textiles détrôneront la rayonne, et les industriels lyonnais fermeront leurs usines
pour certains d'ailleurs disparaîtront, et le gros de la production textile synthétique va passer ensuite dans les pays asiatiques. Et puis on voit apparaître ensuite le cellophane, le vinyle, le polystyrène dès 1931, le polyéthène, le polyuréthane, et puis tous les plastiques de plus en plus sophistiqués avec une capacité à produire en fait une matière qui n'existe pas à l'état naturel, qui est impensable. Là, c'est la capacité de l'être humain à produire des matières totalement nouvelles qui est mise en œuvre avec le plastique. Et des matières qui n'ont rien à voir avec la fabrication de métaux à partir de minerais, qui est une fabrication qu'on maîtrise depuis très longtemps. Là, nous sommes devant des capacités de production de matières qui n'ont véritablement plus grand-chose à voir avec cet artisanat de la métallurgie traditionnelle, même industrialisée, à partir de la fin du XVIIIe siècle. Nous entrons dans une autre époque. La chimie nous fait entrer dans une autre époque. La chimie nous fait rentrer dans une époque de capacité de production de matériaux tout à fait inédits, dont on ne sait pas grand-chose au départ. Et puis surtout, très vite, on s'aperçoit que les matériaux plastiques ont comme caractéristique, c'est qu'ils sont pratiquement inaltérables. En tout cas, leur durée de vie est très particulière. Ils ne rentrent pas dans le cycle de l'altération normale des matériaux, par exemple carbonés. Donc très vite, on fait de ça un avantage extraordinaire. Et on peut le comprendre. Ils sont faciles à produire, on les produit à partir du pétrole, le pétrole est abondant, il ne coûte pas cher. Nous sommes au cœur de ce que l'on appelle la mise en place de la société thermo-industrielle. Société thermo-industrielle, c'est-à-dire la société industrielle qui se fonde sur la maîtrise thermique apportée par l'énergie carbonée. Le plastique semble une ressource inépuisable, à bas coût, réglant un énorme nombre de problèmes qui jusqu'à présent n'étaient pas réglés. Donc il y a un engouement pour le plastique qui est tout à fait étonnant, et la production de plastique qui est au départ une production relativement marginale jusqu'aux années 50, regardez la courbe, à partir de, allez, encore une fois, 1950-1960, ce que les spécialistes aujourd'hui appellent la grande accélération anthropocène, à partir de 50-60. Regardez la courbe. Il y a une toute petite inflexion en 2008-2010, post-crise financière de 2008, et puis c'est reparti. Aujourd'hui, il y a vraisemblablement de nouveau un léger palier. Mais vous voyez bien que la croissance des plastiques est vertigineuse. Les plastiques, on va le voir, envahissent tous les domaines. Si je reprenais, je paraphrasais une formule d'un philosophe allemand qui s'appelait Jürgen Habermas, qui, réfléchissant à la manière dont la sphère médiatique évoluait dans les années 1960-70, parlait de colonisation du monde vécu des êtres humains par le système médiatique et capitaliste. Je dirais que le plastique colonise nos formes de vie. Vous voyez, ça serait poussé un peu loin, mais vous voyez ce que je veux dire par colonisation de nos modes de vie par le plastique. Et quand je dis colonise nos formes de vie, ça veut dire que le plastique, nous le portons sur nous. Bon, là, avec les masques, en plus, c'est pas de bol, il y a du plastique. Donc, nous le portons sur nous. Nous en faisons des objets, ça c'est du plastique. Nous avons des objets avec du plastique partout, mais parfois, nous pouvons avoir même du plastique en nous. Par exemple, si vous avez un accident cardiaque, on vous met des petits objets plastiques dans vos veines et vos artères pour faire en sorte que le flux sanguin circule mieux. Si vous avez un accident de ski et que vous vous arrachez les ligaments de l'épaule, on vous met des ligaments en plastique. Okay ? Donc le plastique colonise nos vies. Le plastique devient même un élément de nos cultures. Le plastique devient support d'objets de design, support de création artistique.
Ce n'est pas simplement les petits sacs qu'on utilise là pour acheter nos courses, pour faire nos courses. C'est aussi ce qu'une grande entreprise, par exemple comme Cartel, grande entreprise de design italienne, utilise exclusivement, à l'exclusion de toute autre matière, pour designer des objets qui sont un peu des objets fétiches de la modernité. Par exemple, les fameux fauteuils transparents de Philippe Starck. Donc le plastique devient aussi support de culture. Notre rapport au plastique est très étrange, hein, très complexe en fait. Donc c'est pour ça que je parle de cette colonisation de nos formes de vie par le plastique. Et très tôt, on commence à avoir des préoccupations environnementales. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant sur ce schéma, c'est-à-dire qu'on voit qu'on comprend dès les années 1980-90 que le plastique s'accumule dans les écosystèmes. Très vite, l'être humain est désinvolte par rapport au plastique. Très vite, l'être humain, d'ailleurs, entre nous, on peut se le dire, on est des humains, donc on peut se parler franchement. Vous savez à quoi les archéologues reconnaissent la présence humaine lorsqu'ils font des fouilles? Aux poubelles, aux déchets. Parce que alors, l'être humain a une capacité historique extraordinaire à produire du déchet en abondance. Donc très vite, on est désinvolte par rapport aux déchets plastiques. Très vite, on laisse le plastique traîner. Donc très vite, on s'aperçoit qu'il va y avoir un léger problème, parce que très vite, on s'aperçoit que les animaux derrière le mangent. Okay? Ou qu'ils s'effritent, qu'ils se dispersent, qu'on en retrouve partout. On va y revenir. Et puis ensuite, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes de santé. Alors au départ, on se dit, bon, c'est pas formidable pour les animaux, hein, le plastique. Hein. Ils l'ingèrent, ils s'étouffent, ça rentre dans leurs organes, c'est pas terrible. Et puis on va s'apercevoir que comme nous sommes des animaux, nous aussi, bah, c'est pas terrible pour nous non plus. Et on va s'apercevoir que le plastique entre dans nos corps sous la forme de nanoparticules de plastique qui vont ensuite migrer dans nos organes, et puis aussi que le plastique devient un hôte régulier de nos cellules. Voilà, nous portons du plastique en nous. Et ce n'est pas formidable. Donc on s'aperçoit de ça assez vite, et on s'en aperçoit d'autant plus que quand on regarde à quoi sert le plastique, eh bien, on est assez frappé de voir quelque chose. J'aime beaucoup cet atlas du plastique, hein, qui a été publié par une fondation privée qui s'appelle la fondation Heinrich Böll, qui a fait un effort de graphisme toujours très intéressant. Regardez, ça c'est à quoi sert le plastique. Bah, vous voyez que ce à quoi sert massivement le plastique, c'est à l'emballage. C'est-à-dire, en gros, allez, les 4 plus gros producteurs de plastique et consommateurs de plastique au monde, les 4 entreprises qui consomment le plus de plastique au monde. Bon, vous allez voir, hein. On comprend tout de suite. À votre avis, la première, vous la connaissez, nécessairement. Et je ne dis rien, je ne jugerai pas, parce que moi-même, je la connais très bien et j'en suis fan. Coca-Cola. Premier consommateur de plastique au monde. Coca-Cola, pourquoi? Bah pour l'embouteillage. Coca-Cola décide de généraliser les bouteilles plastiques à partir de la fin des années 70. Nous avons fait à l'école urbaine avec des archéologues une exposition au musée des Confluences à Lyon qui s'appelle La Terre en héritage. Nous avons fait acheter au musée des Confluences un prototype de bouteille plastique de Coca-Cola. On l'a trouvé sur eBay. Un prototype de bouteille plastique de Coca-Cola. Ça coûte pas cher, c'est une pièce historique, $50. Cool pour avoir une pièce historique. Donc, prototype des années, début des années 70, quand Coca-Cola commence à réfléchir à la généralisation du contenant plastique. Pourquoi? Bah, c'est plus facile à fabriquer, c'est moins coûteux que le verre. Et puis surtout, dès le départ, le verre, il faut le recycler. Mais le plastique, on s'en fout.
Coca-Cola, 2. Alors 2 ou 3, ça dépend les années. Hein. C'était 2 en 2020, je crois que ça a changé l'année dernière, mais c'est les mêmes. Hein. C'est un peu comme le ski, c'est toujours un peu les mêmes qu'on trouve sur le podium, mais ça change d'ordre. 2, Pepsi-Cola. Ah oui, si vous avez Coca-Cola, nécessairement vous avez Pepsi-Cola. Hein. C'est comme les Capulet, les Montaigu, les catholiques, les protestants. Alors je ne vais pas savoir qui est plutôt Coca et qui est plutôt Pepsi, parce que ça crée des tensions dans les familles les mieux ordonnées. Mais Pepsi-Cola, 3. Alors Nutella, non, ils sont un peu derrière, mais c'est une bonne proposition. En fait, c'est Nestlé qui utilise énormément de plastique. Pourquoi? Parce que Nestlé, c'est le premier, ça vous ne le savez pas forcément parce que Nestlé ne dit pas trop ces choses-là, Nestlé, c'est le premier producteur mondial de quoi? Quelqu'un a une idée? Oh, lancez-vous, hein, vous savez, on est là pour dire des bêtises. Premier producteur mondial de quoi, Nestlé? J'entends pas. Voilà, premier producteur mondial d'eau minérale. Et donc, on a là aussi besoin d'embouteiller. Et c'est d'ailleurs incroyable de voir que Nestlé a construit un empire industriel colossal autour de quoi? Autour de l'eau. Et vous savez qu'il y a des mouvements politiques aujourd'hui qui voudraient décréter l'eau comme un bien commun qui ne peut pas être privatisé. Parce qu'en fait, qu'est-ce que fait Nestlé? Nestlé privatise des sources et les transforme en produits industriels. Donc il y a tout un mouvement aujourd'hui très puissant depuis longtemps. On a d'ailleurs un atelier là qui se tient dans les étages sur ce qu'on appelle le Parlement des eaux, qui réfléchit autour de cette idée que l'eau devrait redevenir un bien commun. C'est-à-dire quelque chose, un bien commun, vous savez, c'est en droit quelque chose qui ne peut être approprié par personne, qui doit être au service de la communauté. Et puis le quatrième, souvent, ou le troisième, je crois qu'ils sont passés troisième cette année, c'est Unilever. Unilever, c'est Procter & Gamble, c'est toute une série de grandes marques de lessive et de produits nettoyants et de produits d'hygiène. Eh bien, c'est quoi? C'est les bouteilles pour la lessive, le shampoing, les savons, enfin que sais-je, tout ce que vous utilisez sous votre douche ou chez vous. Voilà pourquoi des gens estiment qu'aujourd'hui, il faut utiliser des savons secs plutôt que des produits lessiviels, parce qu'en en fait, nous avons là des entreprises qui produisent énormément de flacons plastiques. Il y a 88 milliards de flacons plastiques qui sont produits chaque année. Là aussi, c'est des chiffres qui sont tellement énormes qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais vous voyez qu'après, on utilise évidemment du plastique pour les bâtiments et les travaux publics, notamment tous les isolants, du plastique pour le textile, du plastique pour construire des objets, du plastique dans les automobiles, du plastique dans les téléphones portables, mais ce n'est pas le problème principal des téléphones portables. Et surtout, ce qui est intéressant, alors là, ce schéma est un tout petit peu compliqué, mais en fait, il n'est pas si compliqué que ça. C'est un schéma sur lequel on vous montre, en fait, la durée de vie d'un plastique. Donc, vous voyez, en abscisse, vous avez les années, de 0 à 70, et en ordonnée, vous avez la proportion de plastique qui devient rejeté, inutilisé. Alors, regardez, la ligne bleue, vous voyez, qui est en pointe ici, c'est tout le plastique pour l'emballage. Donc ça veut dire que si vous regardez bien, ça signifie que les plastiques pour emballage ont une durée de vie d'1 an. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, ils finissent au rebut. Et vous avez des plastiques qui sont plus durables, mais dans l'ensemble, vous voyez que ceux qui l'emportent, ce sont les plastiques à très courte durée de vie. Et on arrive à cette situation qui est une situation incroyable. Vous avez parlé de recyclage. C'est bien le recyclage, mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on ne recycle pas le plastique. Le recyclage du plastique est marginal. Regardez, il y a sans rentrer dans les détails, hein, vous voyez la production primaire de plastique. Là, c'est ce qui entre chaque année sur le marché nouveau de plastique. OK ? 8300 millions de tonnes métriques.
vous avez 2500 de cette production qui va être stockée, qui va être immobilisée. C'est-à-dire qu'il va se retrouver dans des objets qui vont avoir une durée de vie longue ou dans des bâtiments. Hein, quand par exemple vous refaites une façade d'un bâtiment avec des matériaux isolants, ben, vous allez stocker le plastique pendant 20 ou 25 ans. Vous voyez, vous stockez une partie du plastique. Ou si vous avez acheté une chaise dessinée par un grand designer et qui vous coûte un bras, vous allez la stocker chez vous pendant quelques années d'utilisation. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le stockage. Le reste va discarded, ça veut dire il est dispersé. Le reste, c'est ce qui est jeté. Bah, regardez, 4900 sur 8300, sauf si mon arithmétique n'est pas bonne, ça fait déjà plus de 50% qui est automatiquement rejeté. Ça veut dire que nous avons une production massive dont plus de 50% très vite va au rebut. Mais c'est complètement insensé en fait. C'est le prototype de la non-durabilité de l'usage. C'est quelque chose qui est sitôt produit, sitôt jeté. Mono-usage. Bah, vous prenez une bouteille de soda, vous buvez, vous jetez. Et d'ailleurs, souvent, vous jetez derrière vous. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai, autrement les rues ne seraient pas comme elles sont par rapport aux déchets plastiques. Hein. Cette désinvolture dont je parlais tout à l'heure, elle est mondiale. Ce n'est pas une question de pays en développement ou de pays développés. On jette le plastique derrière nous, littéralement, parfois par la fenêtre des automobiles. Mono-usage, on ne l'utilise même pas, on ne la remplit même pas. J'ai encore 3 minutes, et je ferai 5 minutes d'arabe. Donc, on ne la remplit même pas. Le reste, le recyclage, regardez, c'est minuscule le recyclage du plastique. Allez, il faut le dire, c'est ça qui inquiète. On ne sait pas recycler le plastique. Les plastiques que nous produisons, pour la grande majorité d'entre eux, ne sont pas recyclables. C'est-à-dire qu'on produit des choses dont on sait qu'on ne pourra pas les réutiliser et qu'on ne pourra pas les recycler. Donc qu'est-ce qui reste? Les brûler, ce qui a des conséquences environnementales importantes, ou alors les laisser traîner. Tout le monde le sait. Tous les producteurs le savent. Mais tous les utilisateurs devraient le savoir. Notamment sur le flaconnage. C'est pour ça que là, ce n'est pas un petit geste. Hein. Réfléchir à son utilisation des flacons plastiques, ça n'est pas un petit geste. C'est peut-être un geste encore plus important potentiellement que le tri. Parce que refuser d'utiliser des flacons plastiques à tort et à travers, c'est refuser de rentrer dans un système. Vous voyez ce que je veux dire? Qui fait de l'usage du plastique quelque chose de complètement insoutenable et qui a des conséquences sociales et environnementales considérables. Eh bien, on retrouve le plastique partout. Vous le savez, on retrouve le plastique dans la mer. Tenez, il y a 8 jours, on a annoncé une découverte sur un article scientifique dans une grande revue de biologie marine. On a retrouvé du plastique dans la fosse marine des Mariannes à 11 km sous la surface de l'eau. À 11 000 mètres, on a retrouvé du plastique. Alors pour les scientifiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plastique est partout. Il y en a dans l'espace circumterrestre, on le savait depuis longtemps, parce qu'il y en a dans les satellites. Maintenant, on sait qu'il y en a aussi au fond des plus profondes fosses marines. Le plastique est partout. Il est dans les mers, il forme ce qu'on appelle des soupes plastiques. Hein, on a même parlé de continents plastiques. Il forme des sortes de vortex qui sont extrêmement complexes, dans lesquels on trouve absolument tout. Des morceaux de toute taille, des micro-morceaux, des nano-morceaux, des plus gros morceaux, des bouchons, des couvercles, évidemment des bouteilles de boisson, des pailles, des plateaux, des couverts, des sacs déchirés, des morceaux de sacs, mais aussi des très grosses pièces de plastique qui sont jetées là. Alors dites-moi, si on y retrouve, c'est quand même que quelqu'un les y met, oui?
Comment c'est possible de retrouver du plastique à 11 km Alors, sous l'eau? parce que c'est une très bonne question, parce que en fait, le plastique, vous le voyez, on commence à étudier. Alors, c'est un peu compliqué. On commence en fait à étudier très précisément. Vous avez là le modèle conceptuel du transport de plastique dans les systèmes maritimes. Hein, c'est un article qui est apparu il y a 2 ans de ça. On commence à comprendre, justement, la question que vous posez est très juste, c'est-à-dire qu'au départ, les gens n'y ont pas cru. On a pensé que le plastique n'arriverait pas à des profondeurs importantes, parce qu'il est léger, parce qu'on pensait qu'il allait être peut-être en surface, mais pas au centre. En réalité, on s'aperçoit que les plastiques sont transportés par les courants. Ils sont chargés avec d'autres particules, hein, ils forment des agrégats avec d'autres particules et ils sont en fait intégrés dans les circulations océaniques. Ils mettent du temps à descendre, mais ils peuvent très bien, alors on n'a pas découvert un grand nombre de matériaux plastiques, mais suffisamment pour être inquiet. Et évidemment, ils sont aussi parfois absorbés par des organismes vivants qui meurent et qui, lorsqu'ils se décomposent, laissent les plastiques qui, eux, ne se décomposent pas, puisqu'ils sont inaltérables rapidement, puisque certains plastiques peuvent rester des milliers d'années dans l'environnement. Hein. Donc, on a, comme ça, vous voyez, des sortes de reptations à partir de quelque chose qu'il faut toujours retenir. Votre question est très importante, c'est qu'en fait, je vais le mettre là parce que ce sera plus simple. Vous voyez ici ce qu'on appelle fluvial input. Hein, donc, en fait, beaucoup de plastiques sont apportés par les océans, non pas directement par des gens qui, dans les bateaux, jettent, vous voyez, des choses en plastique, mais beaucoup de plastiques sont apportés dans les océans par les rivières. En fait, les rivières et les fleuves sont les collecteurs des plastiques qui sont laissés à la surface du sol. Donc, vous voyez comment ça se passe schématiquement. Il y a des plastiques qui traînent. La pluie vient, les plastiques sont emportés par le ruissellement vers des rivières, ils sont ensuite colportés de rivière en rivière, ils arrivent à l'embouchure, ils sont dispersés sur la côte, parfois en mer, et puis petit à petit, vous voyez, par mouvement de reptation, ils vont être intégrés dans les courants, rebrassés avec d'autres, et ils vont finir par être présents dans pratiquement toutes les mers et les océans, enfin, surtout d'ailleurs de températures relativement tempérées. Sur le froid, ça a l'air de moins bien marcher. Et vous avez là véritablement une présence du plastique qui doit beaucoup, et ça c'est quelque chose qu'on découvre récemment, en fait au mouvement des eaux. Les plastiques sont entraînés par les mouvements des eaux. Vous savez, les eaux terrestres et maritimes bougent tout le temps. Donc les plastiques sont des passagers clandestins du mouvement des eaux. C'est-à-dire que dès que vous lâchez un morceau de plastique sur le sol, dès que vous lâchez un morceau de plastique dans l'environnement, vous savez qu'il va se retrouver emporté par un flux. À un moment ou à un autre. OK ? Donc ça veut dire que faire attention aussi à ces jets de plastique, c'est très important. Ça aussi, c'est un geste qui n'a pas de petite influence. Donc la responsabilité qu'on a quand on laisse du plastique dehors est une responsabilité importante. Déjà, si on utilise du plastique, alors à 100%, on emmène son plastique, au moins, il vaut mieux à la limite qu'il soit incinéré. Il vaudrait mieux ne pas l'utiliser, mais si on l'utilise, il faut vraiment faire un effort. Le plastique dit recyclable, je vous rappelle, n'est pas recyclable à 100% hein, pour la plupart. Même s'il vaut mieux utiliser du plastique recyclable et biosourcé qu'un autre type de plastique. Et vous avez donc ces soupes, et ce qui est très intéressant aussi, vous avez des pays où ces déversements de plastique à partir des rivières sont bien connus, parce que ce sont des pays où le plastique est très utilisé par des populations pauvres, mais aussi des pays qui acceptent beaucoup de plastique qui sont envoyés, comme vous l'avez montré, à l'extérieur par les puissances qui ne veulent pas traiter leurs déchets.
notamment les Philippines, la Malaisie. Et donc, vous avez aux Philippines une situation anomalique très connue où les rivières philippines rejettent énormément de plastique sans comparaison avec les autres pays. Hein, c'est une situation qui renvoie aussi à l'extrême pauvreté de ce pays, pour aller très vite. Et vous retrouvez désormais quelque chose de tout à fait étonnant. Et on va peut-être terminer par ça. Vous avez là une photo prise par des archéologues. Des archéologues qui, bon, vous pouvez lire peut-être le texte, des archéologues qui ont fait une fouille archéologique dans des jardins historiques en Grande-Bretagne, des jardins Tudor, et donc ils ont fait une fouille historique pour retrouver des occupations de ce jardin anciennes. Bon, ils font une fouille, les archéologues, et alors ils ont été complètement saisis de ce qu'ils ont trouvé, à tel point qu'ils l'ont pris en photo. Regardez ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé un niveau de plastique apparaissant dans le sol. Une couche archéologique composée de plastique. Comment ce plastique est-il arrivé ici? Eh bien, il est arrivé un peu comme tout à l'heure, lorsqu'on regardait le mouvement du plastique dans l'eau. Il a en fait été entraîné par la gravité, par le poids, par les mouvements, parfois par des animaux, par les travaux eux-mêmes de retournement de la Terre. Toujours est-il que ce plastique s'est retrouvé composé, une sorte de couche, à tel point que pour certains archéologues aujourd'hui, un des marqueurs géologiques de l'Anthropocène sera peut-être une couche de plastique. Il y a beaucoup d'hypothèses. Certains pensent en fait que ça sera des os de poulet, parce qu'on bouffe tellement de poulets, on en produit des milliards par an, il y a beaucoup plus de poulets sur Terre que d'êtres humains, donc on va finir noyé sous un amoncellement invraisemblable de carcasses de poulets. Ce serait pas mal de manger moins de poulet, hein, et surtout pas de poulet sous barquette plastique. Parce que là, c'est la double peine. Hein. Mais en tout cas, vous voyez à quel point le plastique qui fait partie de nos vies, parce que justement, le plastique, il est là au cœur de nos pratiques quotidiennes auxquelles nous ne pensons pas. Quand nous allons acheter des fruits et légumes, bah, souvent, le fruit et légumes, alors c'est interdit désormais en France, mais la France et l'Europe, ça n'est pas le monde. Quand vous allez aux États-Unis, c'est loin d'être interdit, et dans tous les autres pays, c'est loin d'être interdit, bah, vous avez des légumes sous blister. C'est pas que c'est utile pour vous, c'est que c'est facile pour le producteur et le distributeur. Alors ça, ce plastique d'emballage, c'est absolument terrifiant. Quand vous achetez sur Amazon vos produits préférés, si jamais vous le faites, vous avez vu le packaging, vous avez vu les emballages plastiques, les films plastiques qui suremballent. On n'est même plus d'ailleurs dans l'emballage, on est dans ce que les spécialistes appellent le suremballage, qui est nécessité par les contraintes de la logistique. Ben non, on devrait en fait désemballer. C'est pour ça aussi que l'achat en vrac, c'est un petit geste, mais qui... Vous voyez, quand je disais que ce sont des gestes qui ont aussi une vertu didactique, pédagogique, c'est un petit geste qui dit aussi quelque chose de votre prise de conscience du caractère aberrant d'un système qui suremballe tout. On peut tout simplement dire, nous, on n'est pas contre acheter, mais on n'est pas pour acheter de l'emballage. Parce que finalement, quand j'achète quelque chose, je n'achète pas l'emballage. Ah si, de temps en temps, je peux me faire plaisir à acheter un truc bien packagé. Moi, j'adore ça, hein, les beaux emballages. Je peux me faire plaisir, mais dans l'ensemble, quand j'achète mes pommes, je ne bouffe pas l'emballage. J'épluche même la peau. Non, je vais pas. En quoi ça me sert, moi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et quel impact ça a? Vous voyez bien qu'on est sur un système qui est terrible, le système de production contemporain. Et je terminerai par là, Isabelle, je t'assure, je terminerai vraiment par là. On est un système qui est terrible, et je pense que c'est aussi un beau sujet de réflexion et d'étude, c'est que nous sommes dans un système de consommation qui impose, pour pouvoir subsister, que l'acheteur soit dans la méconnaissance totale des conditions de production et des conditions de possibilité de son achat. Quand vous achetez un emballage plastique, quelque chose sous emballage plastique, il faut que vous ne vous posiez pas la question. Il
ne faut pas que vous vous posiez la question de savoir pourquoi ce plastique est là, comment il a été produit et où il finira. De même que quand vous achetez un vêtement, un blue jean, il faut que vous puissiez ne pas vous poser la question de savoir qui l'a fabriqué, comment et dans quelles conditions. Parce que si vous savez qu'il a été fabriqué dans des usines du Bangladesh par des gens sous-payés, exposés à des conditions absolument terribles, et parfois des enfants, continueriez-vous à l'acheter? Oui, je vous en prie. On est bien d'accord, mais il ne suffit pas qu'il y ait une prise de conscience de la part de, on va dire, même d'une majorité de citoyens de ne pas acheter du suremballage pour qu'on règle le problème, on va juste le déplacer. Tant qu'on ne contraindra pas les multinationales et autres à produire autrement, voilà. Il y a une autre remarque, là, que je prends aussi, et puis je réponds. Oui, par rapport à cet emballage, je réfléchis à ce que vous disiez tout à l'heure concernant le bâti et le fait que le bâti est aussi une forme d'emballage, une façon d'enrober les choses et de plonger le consommateur dans une sorte d'autre monde, quoi, de plonger dans la consommation, je pense à des enseignes qui... alors, c'est des enseignes qui sont fabriquées de toutes pièces, des fois, c'est-à-dire dans des zones, dans les hangars en métal, qui sont préfabriqués, mais qui plongent quand même le consommateur par rapport à ça. Et voilà. C'était pour appuyer aussi le fait que, finalement, le poids du construit prenait plus de place que l'humain. C'est intéressant ce que vous dites sur le plastique qui emballe, par exemple, les bâtiments qui vont être isolés thermiquement par l'extérieur. Il y a beaucoup d'architectes aujourd'hui qui remettent en question cette manière de, vous voyez, faire de l'isolation thermique des bâtiments. Vous avez tous et toutes vu cette isolation thermique, souvent dans des bâtiments des années 50-60, des immeubles. On met un échafaudage et puis on rajoute une couche de matériaux plastiques en disant bon, bah, ça va régler les problèmes thermiques. Et il y a des architectes aujourd'hui qui réfléchissent à d'autres manières de concevoir la régulation thermique. Alors déjà en utilisant d'autres types de matériaux, des matériaux biosourcés, du chanvre, des pailles, ou parfois en repensant totalement aussi l'usage intérieur, en ayant aussi une réflexion de fond sur comment réguler sa consommation et sa thermique à l'intérieur des immeubles. Donc c'est une idée intéressante, effectivement, qu'on empaquette, qu'on emballe en fait les bâtiments par du plastique lorsqu'on veut les rénover. Oui, on les rénove, mais ce c'est que le souci qu'on aurait si jamais on devait repartir dans des matériaux plus écologiques et respectueux de l'environnement, c'est aussi se débarrasser de ce qu'on démolirait. Bien sûr. Alors, donc c'est aussi il faut être clair, aujourd'hui, on ne... Je veux dire, là encore, nous aurions une baguette magique, et puis je répondrai à votre question, et puis je crois qu'il y a une autre question à quêter. Nous aurions une baguette magique qui nous permettrait de nous passer du plastique là, à 12h30, nous ne saurions toujours pas quoi faire des monceaux de plastique et d'ailleurs d'autres déchets que nous avons produits depuis 50, 60 ans ou ne serait-ce que dans les 10 dernières années. C'est-à-dire que nous continuerions de vivre dans un état de stress environnemental considérable avec les déchets. Je ne vous ai même pas parlé de ce que vous avez évoqué tout à l'heure et qui est tout à fait important. J'en ai juste dit un tout petit mot sur le fait qu'on exporte souvent nos problèmes de déchets dans des zones qu'on considère comme des zones finalement où on peut exporter nos déchets parce qu'elles sont en développement, que ce soit des pays pauvres ou que ce soit par exemple au Canada, dans les réserves de peuples autochtones ou dans les espaces de peuples autochtones du Grand Nord. Donc nous avons une gestion de déchets qui est désinvolte et nous réglerions aujourd'hui le problème du plastique. Nous aurions encore pour des décennies à gérer les monceaux de plastique que nous avons produits. Donc et que nous serions obligés de produire pour consommer autrement ou pour démonter un certain nombre de structures que nous avons montées. Alors, pour répondre à votre question, bien sûr que ça n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire que je pense que
on a longtemps sous-estimé la capacité d'intervention et d'influence de personnes qui décident de remettre des valeurs éthiques et environnementales dans leur consommation. C'est-à-dire que le propre de la société de consommation, encore une fois, c'est qu'elle exige du consommateur une totale passivité par rapport à la question des conditions de production et des conditions ensuite de traitement des effets de ce qui est produit. Voilà, vous avez tous ça, et moi aussi, hein, dans la poche, tous et toutes, on a ça dans la poche. Pour produire 400 grammes de smartphone, il faut usiner 70 kilos de matériaux. Ça veut dire que pour 400 grammes de smartphone, vous produisez des dizaines de kilos de déchets. Boum, parce qu'il faut rappeler une chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui, parce que c'est un autre sujet qui est un énorme sujet, c'est qu'une bonne partie des déchets produits sont produits par les processus de production. Quand on produit des objets, on crée des déchets en grand nombre. Ah, donc là, aussi, si nous savons ça, ça ne veut pas dire que nous arrêtons de consommer, mais ça veut dire que nous commençons à nous demander s'il ne faudrait pas faire évoluer les processus de production. Et comme les acteurs politiques standards, je n'ai jamais entendu aujourd'hui un gouvernement qui assez spontanément disait on va contraindre les producteurs, hein. Notamment les producteurs qui sont les plus gros émetteurs de CO2 ou de déchets. On va plus facilement contraindre les individus que de contraindre les producteurs. Donc la seule manière de commencer à faire bouger les choses, me semble-t-il, c'est aussi de réarmer son acte de consommation de valeurs éthiques et environnementales. C'est pas formidable, je suis d'accord, c'est pas génial, mais au moins, ça nous permet, nous aussi, d'essayer collectivement, ce que vous avez commencé à faire dans votre film, de réfléchir à d'autres modes opératoires. À se dire, OK, ils veulent pas le faire, mais nous, on va faire autrement. OK, ils ne veulent pas produire ce qu'il faut pour les matériaux biosourcés, pour l'isolation thermique des bâtiments. Ben nous, on va créer des filières locales pour développer la filière paille, ce qui se fait d'ailleurs dans pas mal de territoires. Vous voyez, on va essayer de faire autrement. Ça semble un peu naïf, je vous l'accorde, mais de temps en temps, on n'a pas forcément beaucoup d'autres armes que la naïveté de l'idéalisme quand on voit ce qui se passe. Je vous en prie. Moi, j'avais une question par rapport au tableau que vous aviez montré pour la pollution. Pourquoi l'Asie, il y a beaucoup plus de pollution que dans d'autres pays, par exemple? Parce que je sais qu'au Japon, par exemple, ils prennent tout est emballé, et encore emballé dans d'autres sachets plastiques. Mais du coup, est-ce que c'est à cause de ça que la pollution est plus grande en Asie? Alors, la pollution est très forte dans les pays où il y a une très forte production et absolument aucun traitement des déchets et des ordures ménagères. C'est pour ça, par exemple, que j'avais un tableau ici qui a un tout petit peu changé et qui est un peu compliqué. Voilà, où on montrait, par exemple, les pays qui étaient classés par émission de plastique à partir des rivières dans les océans. On s'aperçoit que vous avez les pays qui sont, vous voyez, classés par importance de production de déchets plastiques. Alors c'est un peu compliqué ce schéma, mais vous voyez, Chine, Indonésie, Philippines, Vietnam, Sri Lanka, Thaïlande, Égypte, Malaisie, Nigeria, Bangladesh, Afrique du Sud, Inde, Algérie, Turquie, Pakistan, Brésil, Birmanie, Maroc, Corée du Nord, États-Unis. On arrive au 20e rang simplement pour les États-Unis, alors que les États-Unis sont d'énormes producteurs de plastique. Mais il y a quand même des systèmes de traitement des ordures ménagères qui sont beaucoup plus satisfaisants. Donc en fait, la variété des pays pollueurs s'explique par le couplage entre production, consommation et traitement. Bien sûr, ce n'est pas génial de mettre du plastique en décharge. OK, parce qu'on va le brûler ou il va rester dans le sol. Mais c'est déjà mieux de mettre du plastique en décharge contrôlée ou en incinérateur que de le laisser traîner partout. Donc vous avez quelque chose qui traduit aussi à la fois des types d'usage du plastique, mais aussi des types de processus productifs et de types de processus de traitement. C'est pour ça que c'est très compliqué en fait quand on y pense, hein, parce que la géographie du plastique, c'est quelque chose qui court de l'extraction du pétrole aux usines pétrochimiques où on va le transformer, aux usines où ensuite on va façonner le plastique, au système de distribution qui va passer
par l'achat par les consommateurs, l'usage par les consommateurs, le rejet par les consommateurs, et ensuite la façon dont ce rejet va ou pas être inséré dans des systèmes de traitement, ou au contraire va se retrouver dispersé, ou il va être remobilisé pour redevenir autre chose. Donc, vous voyez, c'est une géographie de très large échelle et de longue durée. Et là aussi, ça renvoie à ce que nous disions tout à l'heure. En fait, on n'a pas très clair conscience de ça. Et la seule manière que nous avons, à mon sens, d'affronter l'Anthropocène, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire ici, c'est de prendre conscience de ces chaînes géographiques et historiques très longues. Parce que si nous n'en avons pas conscience, alors assurément nous ne pourrons pas être capables d'agir. Oui, il faut que nous nous arrêtions. Merci pour cet itinéraire. Ah, il y avait encore une dernière question. Elle est la dernière. Non, elle est la dernière. On va continuer de discuter ensemble, mais il faut qu'on libère la. Ah oui, c'est qu'il y a des gens qui nous suivent. Voilà. Alors on va dire au revoir aux gens qui nous suivent. Et puis nous, à la télévision, bonjour aux gens qui nous ont suivis. Merci de votre attention. Merci en tout cas à vous de votre attention et merci pour votre film surtout qui a été un formidable moyen pour commencer à lancer cette discussion et désolé d'avoir été un peu trop bavard. Bonne fin de journée et merci d'être venu jusqu'ici.